Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM le 106.9 et sur KTV. Temps de parole politique puisqu'on reçoit ce matin sur ce plateau le candidat MDM au sénatorial, Najim Hamada. Najim Hamada, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour Mauré. Alors Najim Hamada, qui est en campagne, Samuel? En double campagne. Mais on va parler d'abord de la vôtre campagne. Vous êtes candidat investi au sénatorial pour le MDM, comme Flo vient de le dire. Comment est-ce que ça se passe pour le moment ? Alors, effectivement, je suis en campagne pour les élections sénatoriales. Donc, je peux dire que c'est une aventure assez enrichissante puisque je rencontre les élus, je sillonne actuellement tout le département, je rencontre les maires, les conseillers municipaux de tout le territoire. Donc, on a des débats et des discussions qui sont assez constructifs et enrichissants. Donc, ça se passe relativement bien puisque je donne ma vision de ce que je pense de ce territoire, de comment on peut évoluer. Et il y a des échanges. Les élus me font part de leurs préoccupations et je fais part de ma vision et de mes idées et ils y adhèrent totalement. Si vous me permettez, je vais aborder deux ou trois points. Je vous permets tout ce que vous voulez. Je vous remercie. Donc la première préoccupation, ils pensent que Mayotte est laissée pour compte actuellement. Depuis qu'on a demandé la départementalisation, qu'on l'a obtenue, et on nous laisse là, on pense que c'est suffisant pour nous, alors qu'il manque tant à faire sur ce territoire. J'ai lu vos papiers ce matin de France Mayotte. Vous avez totalement raison de pointer du doigt le problème au niveau de l'Union européenne, où Mayotte a été attendue avec 600 millions d'euros. On a constaté qu'on nous a donné que 300 millions. Pourquoi ? Parce que le ministre de l'époque, qui était ministre socialiste, faut-il le préciser, Victor Lurel, a tout fait pour que ce manque à gagner aille vers le territoire dans lequel il était originaire. Ça, c'est pas normal. Il faut le dénoncer. Donc les élus, ils veulent vraiment qu'on aille sur Paris, on aille dire à nos compatriotes qui nous gouvernent que Mayotte a besoin de se développer et on a besoin de cette manne financière qui ne peut pas repartir. J'ai entendu également qu'on ne fait pas de projet. Oui et non, les projets sont là. Il faut un temps pour les monter, il faut un temps pour les financer. Et donc les choses sont en train de se faire. À ce titre, je précise que je travaille avec une dame qui s'appelle Madame Allo, qui travaille au sein de l'Union européenne. C'est une lobbyiste qui va très prochainement, au mois d'avril ou juin, venir à Mayotte faire une formation sur comment capter les fonds européens, comment monter les projets, quelle porte il faut taper. Et avec cette dame, on est en train également de rentrer en contact avec quelqu'un qu'on a oublié, qui est très important, qui est Younous Omarji, qui est notre député européen, qui est censé également nous représenter auprès de l'Union européenne. Donc la première préoccupation, comment on fait pour avoir toutes les lumières sur Mayotte au-delà, après le passage en région ultra-périphérique. Deuxième préoccupation, et là, c'est pas des moindres, c'est l'avenir institutionnel de ce territoire. On est passé département, on est passé RUP, et on constate que dans les faits, c'est pas totalement ça. Je ne reviens pas sur les 320 millions, mais je reviens surtout sur, on est censé être un DROM, département, région d'outre-mer, et on n'a pas les dotations pour une région d'outre-mer. 804 000 euros. Il nous manque cette manne financière également qui permettra à ce territoire de se développer. Et on constate également, l'article 73 de la Constitution dit identité législative. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les textes qui s'appliquent en métropole devraient s'appliquer dans le département de Mayotte immédiatement. C'est ça l'identité législative. Et on constate, on nous pond des projets en disant Mayotte 2025. Non, c'est pas 2025, c'est Mayotte immédiatement, Mayotte 2017, où tous les textes devraient s'appliquer. Pourquoi ? Parce que on nous impose des textes qui sont contraignants sur la fiscalité, sur l'impôt, mais tout ce qui peut être avantageux et pour le bien-être des Mahorais, on nous laisse un délai de 10 ans. Ça, c'est pas normal. Donc, sur l'avenir institutionnel, c'est se battre pour que le département soit plein et entier immédiatement. Mais chose plus grave, et ça, j'attire l'attention de tous les Mahorais, Monsieur Luc Alad, ancien ambassadeur de France aux Comores. Tout à fait. Monsieur Kéran s'est rendu aux Comores le 17 février dernier. Vous avez vu la discussion sur laquelle a porté ce déplacement. C'était pour réfléchir sur l'avenir institutionnel de Mayotte avec les Comores. C'est scandaleux. C'est proprement scandaleux. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de réfléchir comment donner un statut particulier à Mayotte pour que ça puisse satisfaire les Mahorais et les Comoriens. Il ne peut pas y avoir de discussion.
Mayotte. C'est la Et France. C'est la France, Mayotte est française, et un point c'est tout. Moi j'ai pas peur de le dire. Vous le savez tous, monsieur Sefou, et il le sait, vous aussi, puisque tout le monde essaie un peu de me déstabiliser sur ce point-là. Je suis né aux Comores. Et alors ? Et alors, effectivement, il n'y a pas de difficulté. Moi, je suis mahorais. Je suis mahorais de cœur. Je suis mahorais d'adoption. Je suis arrivé à Mayotte à l'âge de 1 an. Mayotte a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un potentiel sénateur, un avocat, un ancien bâtonnier. J'ai tous mes intérêts sur le territoire. Ma famille est ici. Mes enfants sont nés ici. Donc, j'aspire à un avenir meilleur pour mes enfants. Et l'avenir meilleur pour mes enfants, c'est la France et Mayotte. Et quand j'entends que des parlementaires, des diplomates sont en train d'essayer de nous ramener vers les Comores en nous donnant une institution hybride qui ne voudra rien dire, parce que c'est ce qu'a appelé Sambi à l'époque, un territoire, 2 administrations. Oui, c'est ça. Oui. C'est impossible. L'administration, c'est la France. Mayotte est française, elle le restera à jamais. Troisième préoccupation, c'est le développement. Le développement de ces territoires ne pourra pas se faire sans qu'on résolve le problème de l'immigration. L'immigration, moi je prends toujours l'image de Mayotte comme une maison en feu. Tout est en feu. On va à la préfecture, c'est en feu. On va dans n'importe quelle administration, c'est-à-dire les impôts, c'est en feu. On va à l'hôpital, c'est en feu. On va dans les écoles, c'est en feu. La justice, tout est en feu. Et donc, quand on a une maison en feu, il est impossible de recueillir ou d'accueillir de nouvelles personnes dans cette maison en feu. Il faut attendre d'éteindre tous les incendies, petit à petit, et après, éventuellement, reprendre des gens si c'est possible. Mais actuellement, cette immigration illégale veut mettre encore le feu, et donc il faut la stopper net immédiatement. Donc le développement de Mayotte ne passera que par le fait d'arrêter immédiatement l'immigration clandestine. Et quatrième préoccupation des élus, c'est d'avoir un candidat qui puisse porter la parole des Mahorais sur le territoire de manière ferme, de manière rigoureuse et vigoureuse. C'est-à-dire ne pas se laisser avoir par les machines d'appareil, parce qu'on fait partie d'un parti politique et donc on est obligé de subir un peu la politique parisienne au détriment des Mahorais. Voilà pourquoi je sillonne le territoire pour expliquer ma vision, et l'ensemble des élus que je rencontre adhèrent à mes propositions, adhèrent à ma vision, et donc je fais mon petit bonhomme de chemin, et puis on verra les résultats au mois de septembre de cette année. Juste une petite précision technique pour les auditeurs, parce qu'il y a beaucoup d'élections cette année, présidentielles, sénatoriales, législatives. Les sénateurs sont élus par les grands électeurs. On ne fait pas des meetings sur place publique pour la population, c'est pour ça que vous sillonnez, rencontrez les conseillers municipaux, les maires, etc. Voilà, et les conseils départementaux. D'ailleurs, c'est une élection complètement différente de celle que vous avez vécue avec les municipales, où là on parlait du suffrage universel direct, vous étiez en meeting en direct avec la population. Est-ce que c'est pas difficile de faire la transition, de discuter justement avec les élus cette fois-ci ? Non, les élus eux-mêmes ils ont un électorat, donc je discute également avec la population pour savoir leur ressenti, pour leur exprimer ma vision et mes idées. Eux-mêmes, après, ils relayent cette information auprès de leurs élus, disant voilà, tel candidat, sa vision des choses me paraît favorable, me paraît aller dans le bon sens. Donc c'est pas très compliqué de rencontrer les élus. C'est une autre méthode de campagne, puisque c'est vraiment du corps à corps, j'allais presque dire. C'est du tête-à-tête. Mais il y a à peu près 450 grands électeurs. Il faut essayer de tous les voir. C'est ce que je suis en train de faire actuellement avec mes équipes. Moi j'ai une petite question aussi. Vous êtes élu sénateur. C'est pas vous qui prenez les décisions, mais les sénateurs sont force de proposition et font la loi. Votre combat pour résoudre le problème de l'insécurité à Mayotte, vous l'axeriez comment et quelle serait votre vision? Et de ce que vous voulez comme résultat et de votre façon de le mener? D'accord. Donc l'insécurité, effectivement, c'est un problème. Je rappelle, ça sera l'objet de la deuxième partie de l'émission, que Macron indique dans son programme qu'il ne peut pas y avoir de développement avec une insécurité. À Mayotte, et les chiffres sont là, c'est les chiffres officiels, c'est le territoire le plus cambriolé, et ainsi de suite. L'idée est simple. Il faut une réponse pénale, adéquate. L'ordonnance de 45 sur les mineurs ne peut plus s'appliquer. On ne peut pas avoir des mineurs qui commettent des faits aussi graves et qu'on retrouve le lendemain dans la rue parce qu'ils ont obtenu ce qu'on appelle l'excuse de minorité, et donc la peine a été divisée par 2,
et donc ils se retrouvent à la rue. Deuxième chose, il faut des structures d'accueil pour ces mineurs. Le quartier mineur à Majicavo est très limité. Ouais. Il faudrait des structures adaptées et des structures spécifiques pour les mineurs. Ça, c'est une deuxième chose. Et une troisième chose, malheureusement, il y en a qui n'aiment pas faire le lien, mais il faut faire le lien, c'est cette immigration illégale qui apporte un certain nombre de délinquants sur le territoire, et voire même, et j'espère que ça n'arrivera pas, des terroristes. C'est une passoire, ce bras de mer, où des gens qui viennent de Syrie et d'ailleurs traversent l'océan pour venir jusqu'à Mayotte. Donc, fermer de manière ferme les frontières. Ça a le mérite d'être clair. Deuxième partie, justement, de ce temps de parole. Emmanuel Macron est soutenu par le MDM de manière tout à fait officielle. Pour quelle raison ? Alors, le MDM, je rappelle que c'est un parti qui est placé au centre. Donc, nous pouvions aller vers un candidat de droite ou de gauche. Nous voulions un candidat du centre. Ça, c'est une première raison. Mais Emmanuel Macron, j'allais presque dire, il n'est ni de droite ni de droite. Il n'est même pas du centre, il est au-dessus de cela. Au-dessus de tout ça, puisqu'il a une vision non partisane des choses. C'est pour ça qu'il a des ralliements à gauche et à droite, et du centre. Pourquoi ? Parce qu'il a une vision, un cap pour le pays. Ce cap a été dévoilé hier de manière officielle à la presse. Son programme a été présenté. Pendant longtemps, on disait qu'il n'avait pas de programme, alors qu'on allait sur son site, on voyait un certain nombre de propositions, mais la presse ne les prenait pas en compte. Pourquoi le MDM s'intéresse à Macron ? Parce que Macron, c'est une nouvelle politique pour le territoire. J'ai entendu et j'ai lu ce que vous avez dit sur la continuité de Macron par rapport à son gouvernement d'avant, c'est-à-dire que c'est une mise à jour de Hollande. C'est une mise à jour de Hollande. Certainement pas. S'il a quitté le gouvernement de Emmanuel Valls, c'est parce qu'il n'était pas satisfait de ce qui se passait dans ce gouvernement. Emmanuel Macron donc propose des choses inédites sur le territoire. On peut détailler l'ensemble de son projet pour le territoire, raison pour laquelle nous, le MDM, on le soutient. Et nous, le MDM, on est en train de constituer un comité de soutien. Vous allez voir le nombre de personnes qui viennent dans nos réunions pour soutenir ce candidat. Je sais bien qu'un programme tel qu'il est présenté, il faut que tout le monde le comprenne et il faut qu'il soit lisible. Mais quand il parle de sécurité, par exemple, il dit qu'il faut renforcer les moyens en Outre-mer, police ou gendarmerie. Mais il ne chiffre rien, il n'y a aucune donnée, il n'y a rien, il s'appuie sur rien. Pas d'immigration non plus. Je ne suis pas d'accord avec vous. Déjà, il faut savoir que Emmanuel Macron, son programme, il a tracé les grandes lignes, mais n'est pas finalisé pour les Outre-mer. Il est en train, et sans violer le secret, il a demandé aux acteurs économiques du département, il a demandé à un certain nombre de personnalités de la société civile du département pour affiner son programme pour Mayotte, donc qui était censé être présenté au moment de sa venue, mais qui a été reporté, pas annulé, reporté du fait de l'émission du débat qu'il va avoir sur TF1. Tout à fait. Donc, sur la sécurité, moi j'ai des chiffres. Il annonce 10 000 policiers en plus. 10 000 créations de postes de policiers en plus. Ils vont aller Mayotte ? Non. Mais ils vont aller où ? Ils vont aller en Guadeloupe, à Mayotte, forcément. C'est là le territoire le plus sinistré par rapport aux violences, au cambriolage. Il a relevé les chiffres. Donc ces 10 000 policiers ne vont pas tous venir ici, mais une grande majorité, en tout cas, à tout le moins on l'espère, c'est l'idée qu'on lui donne à Paris, qu'il faut qu'ils viennent à Mayotte. Donc il y a des chiffres précis sur son programme. Donc 10 000 policiers, des signes ou des signes pour Mayotte, il y en a d'autres. Personne ne relève. Quand il dit on va supprimer la taxe d'habitation, mais c'est pour qui ? Pour les revenus les plus modestes. Et c'est qui les plus modestes de ce département, de ce territoire, de ce pays ? Ce sont les Mahorais. C'est le combat que Menchihab et Daniel Zaidani et tout le comité sur la fiscalité dérogatoire depuis des mois et des mois. On leur a remis le projet aux équipes de Fillon et ça a été repris. S'il vous plaît, donc, quand il dit... c'est le combat d'Anshiabamana et je salue pour son travail, il faut supprimer dans les territoires qu'ils veulent les rythmes scolaires. Parce que c'est inadapté. À Mayotte, c'est inadapté, on est tous d'accord. Il n'y a pas de réfectoire, il n'y a rien. Il n'y a pas de climatisation. Enfin, on ne peut pas accueillir dignement des enfants toute la journée. Il y a des rotations. Et les rotations. Et donc, ça aussi, ça a été suggéré. Il le reprend pour son compte. Donc, le projet pour Mayotte, certes,
on peut estimer qu'il est creux pour le moment, mais il n'est pas creux. Il y a des indications précises dans son programme. Il sera dévoilé dans les détails très prochainement lorsqu'il sera sur le territoire, on espère, si son agenda le prévient. Parce que, comme on l'a tous souligné, cette campagne est inouïe, il y a des rebondissements tous les jours, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, mais c'est prévu pour qu'il vienne toujours à Mayotte. Il parle très bien, il parle beaucoup. Moi, je pense qu'il a répondu à toutes mes questions. Je ne les ai même pas posées encore. Bravo. Mais j'en ai quand même une. Ah, merci. Que pensez-vous du mandat réalisé par Maître Tani? Ça, c'est la première. Et la deuxième, est-ce que vous êtes confiant de votre campagne? D'accord. Tani Mohamed est un ami. J'allais presque dire c'est un frère. Et je l'ai rencontré à plusieurs reprises pour lui dire que je ne suis pas en campagne pour prendre ta place, je suis en campagne pour avoir l'autre place. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que j'estime que monsieur le sénateur Tani a tout le moins essayé, parce que c'est pas facile non plus, de faire avancer les choses dans un gouvernement dans lequel il était seul, puisque l'autre sénateur était républicain. Non, il est absent. Non, et républicain. Et républicain, c'est ça ce que je veux dire. C'est un emploi fictif. Donc, je loue à chaque fois que je suis dans les médias, je ne suis pas là pour dire du mal de Tani parce que je suis en campagne, je loue son travail. Il a fait un excellent travail et pourquoi il l'a fait? C'est surtout ça. Parce qu'il a un bagage et une expérience juridique. Bâtonnier, avocat. Je pense que je partage les mêmes atouts pour pouvoir postuler au même mandat. Et les mêmes valeurs pour faire aussi bien? Absolument. Vous n'avez pas répondu à la deuxième. Êtes-vous confiant dans votre campagne, en conclusion? Je suis confiant, pas en ma campagne, je suis confiant dans le sérieux des Mahorais, dans l'intelligence des élus qui veulent absolument que Mayotte avance. Et donc pour avancer, il faudrait un candidat utile pour qu'il puisse avancer les choses. Dernière petite question, c'est par oui ou par non. Avez-vous déjà rencontré Emmanuel Macron? Personnellement, non. Mais Dani Zaidani, qui se trouve sur hors territoire, mais en métropole, a rencontré ce qu'on appelle ses lieutenants. D'accord. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'était Najim Hamada, le candidat MDM au sénatorial. C'est tout pour ce temps de parole.